On va commencer. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui sur Brand Management et la personnalisation au cœur de la gestion de marque. Avant de commencer, voici quelques règles pour la bonne tenue du webinaire aujourd'hui. Pour les participants, vous êtes en mode Listen Only. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le Q&A dans le menu, dans la barre, et on y répondra à la fin du webinaire lors de la partie Q&A. Voilà. Donc, pour me présenter, je m'appelle Agathe David, je suis directrice commerciale chez Frontify et je suis en charge des marchés français et anglais. J'ai à mes côtés aujourd'hui la chance d'avoir trois fantastiques intervenants et je vais passer la parole à Paul pour que Paul, vous puissiez vous présenter. Merci beaucoup. Bonjour Agathe, bonjour Frédéric, bonjour Malika, bonjour à tous. Et merci à Frontify de me permettre de partager mon expérience au sujet du brand management. Moi, je suis Paul Guillot, je suis designer initialement, chef de projet multimédia et je suis responsable de la brand identity pour IDEMIA Secret Transactions. Donc, IDEMIA, c'est des solutions de paiement, de connectivité et de sécurité publique et d'identité physique et numérique. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des cartes bancaires, donc fabrication, personnalisation, etc., des cartes SIM, des permis de conduire, des pièces d'identité et tous les services numériques associés. Et puis, plus concrètement, en tout cas pour la plupart des gens, vous avez tous au moins dans vos portefeuilles une carte de paiement IDEMIA, je pense. Vous la retournez, vous regardez au dos, en haut à droite, et vous verrez que probablement il y en a une d'entre elles où il y a écrit IDEMIA en haut. Donc c'est assez marrant à regarder. Tous les collaborateurs chez IDEMIA le font généralement, c'est auprès de leurs amis, ça fait de l'effet. Donc c'est plutôt une fierté d'être, on va dire, avec la plupart des utilisateurs, c'est plutôt intéressant. IDEMIA en chiffres, c'est 3 milliards de chiffres d'affaires en 2023, en 180 pays, 15 000 collaborateurs, 80 nationalités, plus de 1500 brevets dans 84 pays. Vous voyez, là, c'est une très grande entreprise présente vraiment worldwide. Et puis, on est aussi autour des innovations vraiment très pointues qui sont autour de la biométrie. On a même une carte bancaire qui a un lecteur d'empreintes digitales intégré et qui permet de se passer le code PIN. Vous mettez votre empreinte, vous payez avec. C'est vraiment merveilleux à imaginer qu'ils ont réussi à mettre ça dans juste l'épaisseur 0,76 mm d'une carte bancaire. Et puis, on est tout ce qui est cryptographie post-quantique aussi, sur des sujets vraiment émergents pour protéger l'utilisateur dans ses interactions, on va dire, en tant que citoyen ou consommateur. Et puis, évidemment, en connectivité, on est sur la 5G actuellement, sur la 6G dans le futur. Et vraiment, on est très présent là-dessus. Donc, vous l'aurez compris, c'est une belle entreprise. Il y a beaucoup d'intelligence, beaucoup de technologie. Moi, ça me fascine énormément personnellement. Et voilà, je suis entouré de gens brillants. Donc c'est vraiment plaisant de travailler et d'évoluer dans une entreprise comme celle-ci. Merci beaucoup Paul, je suis ravie que vous puissiez être avec nous aujourd'hui. Et je vais laisser Malika et Frédéric se présenter brièvement. Merci Agathe, merci Paul hein, pour cette présentation. Alors donc moi je m'appelle Malika Keshish et avec Frédéric on a confondé un cabinet de conseil, donc on est spécialisé dans tout ce qui est nos super acronymes PIMDAM CMS. Donc voilà, donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est flux de production d'actifs numériques, donc photos et vidéos, et on accompagne les entreprises pour valoriser leur contenu avec une meilleure expérience client. Et on est ravis de participer à ce webinaire avec notre partenaire Frontify. Voilà, et puis il me reste plus grand-chose à dire, à part vous remercier d'assister en tout cas à ce webinaire. Et puis, donc moi je suis Frédéric Sanuy, pareil, après une vingtaine d'années de dames, de PIM, un petit peu dans tous les sens. Et je crois que le plus important finalement, à un moment donné chez les clients, il faut créer de l'émotion, et l'émotion, elle se crée autour de l'expérience utilisateur, le tout dans un cadre qui est l'écosystème de l'entreprise. Et aujourd'hui, on va dire the data is king. Donc tout ça, c'est jamais compliqué à orchestrer et c'est un petit peu l'ADN d'Activo. Merci en tout cas d'assister à ce webinaire. Merci beaucoup pour l'introduction et encore une fois, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, les marques sont vraiment confrontées à de nombreux défis. On voit plus de contenu, plus de canaux, plus d'interlocuteurs, des marchés qui sont plus compétitifs. Du coup, durant ce webinaire, on va vraiment discuter du sujet du brand management, de la personnalisation au cœur de la gestion de marque. Dans ce contexte, notamment, Frontify, comme solution de gestion de marque, apporte vraiment un soutien précieux. Et du coup, je vais lancer la première question pour vous, Paul. Vous avez introduit Idemia il y a quelques minutes, et qui est une marque qui a vraiment une présence mondiale.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus peut-être à propos de vos challenges? Pourquoi vous avez cherché une solution pour gérer l'image de vos marques et de vos assets IDEMIA? Et déjà, le contexte, déjà, ça remonte à la création d'Idemia, qui est née d'une fusion entre deux grandes entreprises que sont Ouverture Technologies et Morpho, des entreprises françaises. Du coup, on a fusionné pour donner naissance à Idemia, donc vraiment un spécialiste de la sécurité électronique. Et du coup, dans ce contexte, on avait besoin de déployer, de partager l'identité visuelle. Alors, on avait déjà des choses existantes. On avait une media library un petit peu obsolète avec une ergonomie plutôt rudimentaire. Et comme Frédéric l'a souligné, l'expérience utilisateur pour nous est au cœur de nos produits déjà. Et donc, il faut le démontrer aussi sur tous les aspects. Et le partage en interne pour fédérer autour de concepts graphiques, etc., d'identité visuelle, etc., c'était important pour nous. Donc bon, dans le cadre d'une migration, il y a toujours, voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on trouve, etc. Donc il fallait migrer toutes ces données. Et puis on avait un autre aspect aussi sur lequel on voulait bosser en même temps, en parallèle. C'était vraiment deux projets au départ séparés. C'était le partage de la charte graphique dans un environnement digital, un petit peu sortir de la charte graphique PDF, papier, etc. qu'on a tous connu. Enfin voilà, pour ceux qui sont dans le domaine depuis un petit moment. Et nous, on voulait aller plus loin, clairement. Et donc, on s'est orienté vers des solutions de digital asset management, bien sûr, mais avec des fonctionnalités un peu plus avancées, comme Frontify. Voilà, pour le contexte. Merci beaucoup, Paul. Malika et Frédéric, vous travaillez avec des belles marques telles que les Galeries Lafayette en France, Decathlon, L'Oréal, Longchamp, Michelin, je pourrais continuer un petit peu la liste. Vous avez établi au fil du temps, au fil des années, vraiment une clientèle, un réseau fidèle dans la catégorie du DAM. Quels sont un petit peu à vous vos défis? Quels sont les défis que vos clients vous lancent? Je démarre, j'en parle un peu, Fred, et puis tu enchaînes. Oui, bah, nous, ça fait 25 ans en fait hein, qu'on fait du DAM, et ce qu'on disait tout à l'heure avec Paul, on avait déjà des interfaces qui étaient celles qu'elles étaient à l'époque en fait, hein. Donc aujourd'hui, les entreprises et les marques ont évolué de la même façon, en disant déjà à l'époque, quand on avait une charte graphique et un document PDF sur quelques pages, c'était déjà pas mal, on arrivait déjà à le partager. Aujourd'hui, l'exigence, elle va plus loin, mais ça rejoint l'expérience utilisateur qu'on attend. Donc, démarrant du DAM, le DAM, il n'y a pas une solution DAM, il y a des solutions DAM, et surtout, il y a des projets. Et pourquoi on met en place une solution DAM? Et comment on restitue les données? Alors là aussi, il y a quand même un sujet par rapport à la qualité de la data qu'on rentre dans le DAM. La production de ces contenus aujourd'hui, je pense que Paul, voilà, ça vous concerne aussi directement. Vous avez des outils performants qui vous proposent de créer des contenus performants. Vous avez juste envie de les valoriser, de les mettre à disposition d'une manière voilà, automatisée, performante, dynamique, etc. Donc c'est vraiment un vrai sujet qu'on rencontre de plus en plus. Donc pour nous, on pousse, c'est une dynamique qu'on retrouve. La phrase que j'aime dire et qui concerne le DAM, mais également la partie brand management, quand on a cette expérience, et c'est assez nouveau de pouvoir dire je mets l'ensemble sur la même plateforme, je gagne du temps et j'ai des équipes qui arrivent à travailler ensemble. C'est toujours cette notion qui est de dire je diffuse le bon support dans le bon format aux bonnes personnes et au bon moment en fait. Et c'est une chaîne complète. Moi, je rajouterais Merci. juste un petit point sur ce qui est très important, notamment là, par rapport aux clients que vous avez cités, hein, comme des Michelin aujourd'hui, où je suis en product owner sur Dame et Pim. C'est quoi la problématique? C'est aujourd'hui, à travers 80 000 utilisateurs, 170 pays, 27 langues, de pouvoir distribuer des contenus personnalisés à la demande. Dans un écosystème de data qui est très complexe, puisque ça part de Salesforce, ça part de PIM, ça part de Data Lake, ça part de CDP. On va pas rentrer dans ces détails techniques, mais tout ça, c'est pour finalement améliorer le parcours client, comprendre finalement à un moment donné qu'est-ce qui fait qu'un client engage, c'est parce qu'il voit un visuel. D'accord? On a tous acheté parce qu'on a un bon visuel. Et ça, c'est la donnée fondamentale et c'est tout l'avantage du DAM depuis la création de contenu jusqu'à sa distribution et avec toujours ces problématiques de localisation, de traduction. Alors, il faut pas se leurrer, aujourd'hui, on est dans un monde qui est quand même très
où on fait des WeTransfers un petit peu dans tous les sens. On envoie son InDesign, son Photoshop, on renvoie, etc. Donc, si on veut passer cette étape supplémentaire, avec des vrais leviers en termes de retour sur investissement, chez des clients comme vous venez de citer aujourd'hui, si vous passez par des agences, et si c'est facilement quelques millions de dollars en plus par an. Voilà. Maintenant, il faut être très clair. C'est de la technologie et notre adage, la réussite, c'est 5% de techno, 95% d'humain. Donc, sans gouvernance de la data, on n'y arrive pas, mais sans gouvernance des hommes, évidemment, on y arrive encore moins. Merci beaucoup à tous pour votre point de vue. Et du coup, comme de nombreux clients aussi de Frontify, tels que par exemple Alpine, chez Renault, Salomon, les Galeries Lafayette, Paul, vous avez mentionné donc un branding, un nouveau positionnement, du coup, à la suite vraiment de la fusion entre Roberture Technologies et Morpho. Et du coup, vous voulez qu'on regarde un petit peu brièvement une vidéo qui a été faite par vous à ce sujet. How can we move through our lives more freely? How can we experience all that life has to offer us? As we navigate our lives, we have hundreds of interactions every day. We go online, we make payments, we visit new places, and we engage with each other and with the world. At Ademia Group, we help you navigate those interactions smoothly and securely, wherever you go, making your life easier and safer. Our advanced biometric and cryptographic technologies are behind a lot of things you already know and trust. We think about them so you don't have to, leaving you free to experience the world the way you want to. Unlock the world. Toujours une très belle vidéo à chaque fois que je la regarde, je suis très touchée. Et On du a, coup, on a une belle mission, on a envie d'y participer quand on voit ça. Il y a Eh un ben, bénéfice utilisateur évident. ouais. Et puis, franchement, on est assez fiers en tant que Français d'avoir une entreprise aussi performante, en fait. C'est génial, hein. chez C'est vrai que c'est Frontify, pas commun, effectivement. On parle souvent de goosebump moment. Je pense que cette vidéo y répond Ouais, bien. Donc ouais. parlons de justement, on a parlé de nouveaux positionnements à la suite de cette fusion. Il me semble que votre portail de marque, votre brand portal, Paul, vous avez été d'une grande aide aussi. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur votre brand portal? Oui, déjà, on repart du contexte un peu que je vous ai expliqué là tout à l'heure. Et dans ce process de migration qui est assez complexe, on a des assets existantes, on a un peu de matière sur lequel on veut capitaliser. Et puis, voilà, c'est toujours cette histoire. Quand on déménage, vous voyez, c'est comme dans la vie courante. On met les affaires dans les cartons et puis on se demande toujours si c'est vraiment utile. Donc, on garde tout un peu, on a cette logique de conservation. Euh, et que je critique pas, elle est naturelle. Je dois encore avoir des cartons dans mon sous-sol, ça fait 10 ans que j'ai déménagé. Donc, moi, la seule chose que je peux conseiller les gens qui s'aventurent dans cette migration de données existantes, c'est probablement de pas trop s'encombrer. Je veux dire, probablement préserver les plus beaux objets, les plus belles assets, et puis mettez-les bien placés, bien rangés sur des belles vitrines. Faites de beaux rayonnages pour que ce soit bien classé. Et puis, au besoin, les éléments qui sont dans les cartons, vous pouvez toujours les retrouver ou pas. Il y a un moment donné peut-être où il faut peut-être se dire que c'est plus utile. Voilà, mais ça, c'est un choix qui vous appartient. Je pense que nous, on a fait le choix de migrer pas mal d'assets. C'était aussi pour ne pas partir de zéro. Il y a aussi une question d'héritage sur lequel on veut capitaliser et puis l'image que ça représente, de continuité du business, etc. Dans le cadre d'une migration, on est dans un contexte vraiment particulier pour fédérer les équipes et il y a des enjeux sur ces aspects-là. Ce qui est bien chez Frontify, c'est qu'ils nous ont accompagnés. Il y a un vrai process de migration, une comparaison des bases de données, on associe les choses, etc. Et là où éventuellement on imaginerait que ce serait un peu douloureux, ça va, il y a une belle moulinette qui est opérée. Et puis nous, après, on fait une étude comparative. Voilà, il y a toujours de l'humain derrière, évidemment. Et bon, je ne vous cache pas, on vient comparer du listing, hein, ça c'est une évidence. Mais ça fonctionne bien et les métadatas après sont préservés, donc ça fonctionne pas mal. Donc ça, c'était le premier aspect. Et puis le deuxième aspect sur lequel nous, on voulait capitaliser, évidemment, c'est l'identité visuelle.
On a une identité visuelle qui est vraiment forte. On est dans une communication B2B2C. On a, voire même B2C2B, c'est-à-dire qu'on va aller exploiter des codes du consomers de nos clients pour aller convaincre nos clients d'acheter nos solutions. Et du coup, on a un violet qui est très iconique. La couleur qu'on a, on voulait vraiment s'en servir comme quelque chose de vraiment fédérateur en interne aussi, dans ce fameux contexte crucial là, de changement, etc., qu'on aura compris. Et puis, en tant qu'entreprise de technologie, bien évidemment, on voulait quelque chose de performant, ergonomique, en lien avec les utilisateurs. Et du coup, évidemment, un portail, voilà, comme Frédéric, tu l'as souligné tout à l'heure, l'ergonomie pour nous, c'est essentiel. Et c'est pour ça que naturellement, on s'est tourné vers Frontify, qui nous a permis de personnaliser l'interface pour qu'elle associe une ergonomie moderne et aussi nos codes graphiques, parce qu'on a considéré que notre plateforme de marque devait respecter à minima, les codes de la marque. C'est une évidence, mais ce n'est pas toujours possible. Donc là, on a réussi à le faire, je crois. Voilà. Donc ça, voilà, on avait réussi notre objectif, celui d'avoir l'identité visuelle, la Media Library. Puis petit à petit, on allait de plus en plus loin finalement à la faveur des possibilités qu'a Frontify. On a toujours des idées en tête de ce qu'on pourrait faire. Et quand il s'avère que finalement, c'est des services associés à une solution qu'on a déjà, c'est plutôt facile à déployer parce que bon, vous avez déjà les accès, les utilisateurs sont familiers, les accès SSO sont déjà configurés, etc. Bon, c'est facile. Et ça n'a pas été un grand effort parce que finalement, c'est des solutions qui nous ont carrément convenu. Donc, on a ouvert une partie au public. Donc ça, c'était intéressant en termes d'image de marque aussi pour les candidats. On a ouvert un design system, ça aussi pour les développeurs, etc. Se dire que Idemia, pour Idemia, c'est important les interfaces utilisateurs, qu'on a une vraie gestion de ça. C'est bien pour nos clients, c'est bien pour nos candidats aussi développeurs qui disent qu'on a une vraie réflexion sur ces aspects-là. Et pour les jeunes développeurs, c'est important. On recruter vraiment, nous, on recrute l'élite. Donc, c'est important d'avoir des façons de communiquer qui soient pointues et en phase avec la manière moderne dans laquelle on communiquer. Et puis, on overlay Icon Library. Excusez-moi, je suis très bavard, mais pour finir, pour moi, la partie la plus voilà, auquel je m'attendais peut-être le moins et qui est aujourd'hui la partie centrale de mon activité personnelle, en tout cas en tant que gestionnaire de l'identité visuelle, c'est la partie workspace. C'est un espace collaboratif et on en parlera après, je crois, mais voilà, en tout cas, en résumant un peu, l'usage qu'on a de Frontify, voilà, c'est ça. Merci infiniment, Paul, pour ce très bel aperçu et usage de votre portail de marque Idemia qui regroupe vraiment, comme vous l'avez dit, votre identité, vos chartes graphiques, vos couleurs, vos typographies, votre design system, mais aussi tous vos actifs de marque tels que vos logos, vos icônes. Vraiment, une partie majeure, c'est aussi votre DAM, votre média librairie qui est connectée à votre portail de marque pour vraiment avoir une plateforme, une source unique de vérité, comme on aime bien l'appeler, vous offrant justement cette vision holistique de votre marque. Donc le DAM, c'est vraiment un élément important. Et du coup, quand il s'agit d'âme, Malika, Frédéric, vous êtes vraiment les experts. Est-ce que vous pourriez peut-être nous fournir un peu plus d'informations sur ce qu'est un DAM et les avantages? Bah, je vais reprendre ta phrase, Agathe, hein. Le DAM est l'unique source de vérité des assets. Voilà. Merci. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est un vrai challenge de faire en sorte d'avoir une unique source de vérité des assets dans une entreprise. Donc, et notre job, c'est effectivement de déployer et de... Alors, je dirais pas aujourd'hui vraiment proposer cette solution. Les personnes on est tous conscients d'avoir ce besoin-là, en fait. Aujourd'hui, on est tellement dans la production d'assets, quand on a à droite, à gauche, on ne sait plus si on est sur la dernière version, etc. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'expliquer à certains qu'il y a des solutions pérennes, intuitives, etc., qui permettent justement de centraliser tout ça. Donc en fait, bon, pour répondre à ta question, Agathe, le DAM, c'est bon, Digital Asset Management, c'est quoi? C'est un moteur, une plateforme qui permet de centraliser les assets depuis leur création, depuis la validation de leur création d'ailleurs, pour certains outils, jusqu'à leur classement, l'indexation, l'application de métadonnées, etc. et la distribution vers des utilisateurs, vers des interfaces. Donc le DAM, c'est aussi ce qu'on appelle un entrepôt d'assets pour des applications tierces. Donc une application tierce, dans notre cas, ça peut être exactement le brand management
ou un PIM ou un CMS au complet. Donc, c'est vraiment là où on vient piocher les assets. Et quand on trouve un asset, avec la fonction même du DAM qui est de dire je suis capable d'appliquer des restrictions et de dire cet asset-là, c'est le bon pour moi, je peux le prendre et je peux l'utiliser, c'est cette confiance que les utilisateurs ont besoin d'avoir au moment où ils arrivent, ils trouvent l'asset qui correspond à leur usage et en disant je peux l'utiliser. Merci beaucoup, Je ne Malika. Donc, saurais. Ouais. Je rajouterais peut-être juste un point qui est important également, oui. mais vraiment en aparté, puisqu'on a Manika dit essentiel. Aujourd'hui, on est dans un monde de contenu. Et d'ailleurs, chez Activo, on essaye de s'appliquer finalement à gérer cette même distribution de contenu à travers nos plateformes et nos sites web. Et aujourd'hui, on a des contenus extrêmement riches. Je vous donnerai simplement un exemple, puisque c'est des choses qu'on vit un petit peu tous les jours. Et on l'a vu très bien dans la vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la différence? Alors, on ne voit pas trop avec là, je tiens le smartphone dans la main. Mais aujourd'hui, si on regarde la dernière étude de Gartner au symposium qui a eu lieu il y a 3 semaines, 88% d'engagement client, il se fait sur un smartphone. Et aujourd'hui, avec un smartphone, quand vous faites une vidéo d'1 minute, en 4K, elle fait 84 mégas. En HD, elle en fait 5. Votre fichier JPEG, 12 millions de pixels, il fait 4,5 MB. Et ça, c'est un téléphone. Et vous voyez que très rapidement, l'importance d'un DAM comme moteur des médias, et je crois que chez Active, on aime bien préciser ça, un DAM, c'est pas simplement un arrangement de lignées dans une interface et une expérience client. C'est aussi ce moteur pour être capable, à partir d'un asset haute définition, de pouvoir fournir ce qu'on appelle des transformations délibérées et ainsi les syndiquer à partir d'un même contenu sur différentes plateformes, contrairement à il y a 25 ans où on uploadait la haute définition, la moyenne def, la petite def, etc., etc. Merci Frédéric. Je crois qu'on a un slide assez représentatif justement de la création de médias, de l'asset lifecycle, Tout à fait. prochain Oui. slide. Voilà, tout à Donc fait. ça c'est effectivement toujours autour du DAM. Le cycle de vie des assets dans l'entreprise, c'est un vrai sujet. C'est un sujet même de sustainability, c'est un sujet de sécurité, de dire à un moment donné, qu'est-ce que je mets dans le DAM? Qu'est-ce qui ne va pas dans le DAM? Et quand ça va dans le DAM, avec ce que disait Frédéric, tout le traitement qu'on fait autour des assets, et ces assets-là, on parle photo, on parle vidéo, on parle objet 3D, on parle des fichiers lourds, on parle, voilà. Ces fichiers-là doivent ensuite être redistribués et partagés avec des applications ou par des utilisateurs au regard des droits que l'on applique et qu'on donnera à ces assets-là. Donc ça, c'est vraiment ce cycle de vie et se pose aussi toujours la question de je stocke ça où, quel format, et donc toujours dans cette notion de sustainabilité du DAM. Donc ça, c'est quand même un point pour nous qui est aussi important. Donc je mets l'accent sur ça parce que ça fait aussi partie de nos conseils et le travail qu'on fait aussi avec nos partenaires éditeurs, de valoriser et de former en fait nos marques et nos clients ensemble en disant voilà, quand on met en place un DAM, c'est pas pour tout mettre en fourre-tout, on fait le ménage, comme dit Paul, et on garde pas tout. Et ce qu'on arrive à distribuer, on le distribue d'une manière optimisée. Voilà ce que j'avais envie de dire moi sur le cycle de vie des médias. Je laisse Frédéric peut-être Oui, bah, je pense que partager un. ouais, tu insistes bien parce que c'est vrai que cette notion de dame durable est importante. Et aujourd'hui, en 2024, on a les technologies qui permettent véritablement d'optimiser. Nous, on a fait des études Kantar, par exemple, chez Michelin, où cette optimisation à travers des CDN et du travail image permet de réduire d'un facteur 7 à 8 le flux d'informations qui est partagé. Je rajouterai un dernier point sur la partie workflow. Là aussi, je crois que c'est important et en tout cas dans Frontify, vous le faites bien. À un moment donné, il faut très simplement pouvoir faire contribuer des utilisateurs sur des validations de contenu, des validations légales, des validations de droit. Les notions de droit sont extrêmement importantes et je reprendrai aussi la phrase de Malika, c'est-à-dire nos contrats, nos photos. Excuse-moi Malika. Mais je crois que c'est super important là-dessus parce qu'effectivement, ces notions de workflow permettent effectivement en tout cas, de suivre ce qu'on appelle cette cycle vie des médias et qui, à l'échelle d'un asset, peut paraître simple, mais qui, à l'échelle d'une entreprise, peut vite devenir compliqué. Et je rajouterais que dans le cas de nous, des déploiements qu'on a pu faire l'année dernière de la solution Frontify,
sur les premiers ateliers métiers qu'on a eu avec les clients, on a démarré par vous avez besoin de quel contenu, vous le diffusez comment, et c'est quoi la gestion des droits et les restrictions. Et c'est vrai que c'était à travers une interface simple, voilà, quand ça peut être compliqué, parce qu'on parle de droit, donc c'est toujours un peu compliqué. euh, voilà, ça a été plutôt simple à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Et il me semble qu'on a une stratégie justement de mise en place d'âme en 6 étapes. Voilà, tout à fait. Ouais, alors ça, c'est vraiment parce que chez Activo, vous avez pu voir l'année dernière, on a fait l'acquisition de Dam News. Et autour de Dam News, c'est une partie de l'écosystème de la Dam Foundation, où globalement, on va pas forcément réinventer l'histoire, mais en tout cas, on est dans ces phases d'analyse, de recueil des besoins, de collecte des exigences, la gouvernance. Et pas plus tard que lundi, avec Malika, on était encore chez un client, et c'est ce même adage finalement qui se répète au quotidien. Donc, c'est un plan à suivre et qui est extrêmement important si on veut être dans une adoption des technologies, justement pour la réussite et le meilleur de l'expérience client. Merci beaucoup de nous partager votre expertise et vos conseils là-dessus. Et du coup, Paul, on revient un petit peu à vous, à votre dame. Est-ce qu'on peut peut-être jeter un coup d'œil pour mieux comprendre ce que vous avez fait, ce que vous faites, puisque Bien c'est sûr, une plateforme qui vit? bien sûr, bien sûr. On l'utilise tous les jours. C'est vraiment au cœur de notre activité. Le partage de médias chez Idemia est vraiment important, au-delà de mon activité à moi qui est la gestion et la création de contenu d'identité visuelle. C'est aussi mettre à disposition auprès des équipes marketing, sales, etc. Et du coup, comme on peut le voir, c'est un portail qu'on a beaucoup personnalisé, qui est vraiment propre à Idemia. Et aujourd'hui, on a quand même on a beaucoup d'utilisateurs actifs tous les jours, vraiment du monde entier. Donc finalement, c'est utilisé vraiment 24 heures sur 24. C'est au cœur du partage des médias pour Idemia en tout cas. Et en quoi on parlait tout à l'heure de source unique de vérité? En quoi justement cette source unique de vérité dans l'ensemble, pour l'ensemble de vos actifs, ça a vraiment amélioré vos processus en interne? C'est essentiel dans la mesure où, comme beaucoup d'entreprises comme la nôtre, on a un intranet, on a beaucoup d'initiatives de toutes les équipes, de toutes les régions, voilà, de toutes les divisions, etc. Et c'est normal, en fait. On ne peut pas réfréner ça, au contraire, il faut l'encourager. Mais qu'est-ce qui va se passer si la source de vérité d'un média va se morceler un peu, va se diffuser dans les différents repositories qu'on a voilà, on a un OneDrive d'un côté, on a, etc. On a un Teams, un dossier Teams de l'autre, etc. Et ce qui va se passer, c'est que la source de vérité va un petit peu se perdre. Et on va avoir parfois un manque de vision aussi de l'utilisateur sur où est le bon fichier. Donc nous, ce qu'on a mis en place, c'est petit à petit d'encourager, de donner des liens uniques pour chaque asset qui ont d'importance pour nous. Et puis, essayer de convaincre que c'est plus facile pour l'utilisateur plutôt que de contraindre tout court. On les a encouragés à considérer que c'était la meilleure solution finalement, parce que comme ça, ils ont la dernière version voilà, en date. Et même pour nous, pour faire les mises à jour, c'est évidemment, on l'aura compris, essentiel. Mhm. Et justement, avant de passer à cette partie de workspace dont vous parliez tout à l'heure, juste pour finir sur le DAM, comment est-ce que les flux, les workflows DAM dans Frontify, qui sont à la base conçus vraiment pour répondre aux besoins, facilitent justement cette collaboration au sein de vos équipes? C'est un travail collaboratif. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un grand travail avec des spécificités techniques, des connaissances, des expertises marketing qui ne sont pas centralisées chez nous. Et évidemment, il faut partager le travail. Donc, comment ça se passe? Nous, on a des équipes design qui créent des visuels, qui les mettent sur la Media Library, des images qui viennent de banques d'images, des images qu'on crée, etc. Et puis après, nous, on les inscrit dans un flux qui correspond au sujet en question de l'image. Et ensuite, les équipes marketing ou communication sont notifiées en fonction de ces domaines d'activité. Donc, on ne soit pas 15 000 notifications, que ce soit la notification qui correspond au sujet sur lequel on a une expertise. Et puis après, l'équipe marketing vient filtrer la vue pour n'avoir que les images sur lesquelles leur expertise voilà, mérite d'être voilà, exercée. Et finalement, ils viennent taguer avec pertinence en fonction du sujet
Et puis, publier avec responsabilité aussi, c'est-à-dire qu'on a aussi, comment dire, on a aussi attribué des responsabilités aux personnes dont c'est le sujet pour venir publier ou dépublier une image si toutefois elle est plus à jour. Donc ça a été important pour nous que tout ne soit pas centralisé auprès des équipes design qui certes créent des images, mais n'ont pas forcément l'expérience et l'expertise vraiment pointue sur les sujets, surtout dans les domaines comme ceux d'Aidemia où vraiment on travaille pour des gouvernements, pour des marques des fois avec des sensibilités de communication qui sont spécifiques à chaque équipe et qu'une personne centralisée ne peut pas comprendre, évidemment. Et du coup, Frontify nous aide beaucoup là-dessus. En tout cas, c'est des fonctionnalités que nous, on exploite tous les jours. Merci beaucoup, Paul, pour cette belle overview de votre dame. Et du coup, je passe maintenant à ta partie workspace, la partie de collaboration créative, qui est une solution, une fonctionnalité qui est vraiment intégrée dans Frontify et qui va supporter à faciliter le travail de création et de validation des assets, donc un petit peu un step back avant la Media Library. Il me semble que, Paul, comme vous l'avez mentionné, vous l'utilisez beaucoup, cet outil. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Clairement, moi, c'est l'outil principal de mon activité aujourd'hui. Souvent, je me surprends la matinée soit bien avancée, que je n'ai pas ouvert mes mails. Pourquoi? Parce que j'ai ouvert Frontify. Et que finalement, moi, mes demandes de design, en fait, elles me parviennent à travers Frontify. Donc, en fait, comment ça se passe? C'est que cette gestion, en fait, permet aux équipes marketing et communication de venir créer des briefs à leur convenance, en remplissant un formulaire ou en mettant un fichier Word ou PowerPoint ou à la convenance de l'utilisateur. Et ensuite, le designer, interne ou externe, c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas qu'un outil interne, on a aussi ouvert à des agences de design partenaires avec lesquelles on travaille, sont notifiés, prennent en charge le projet, publient des visuels en réponse au brief, etc., ou peuvent poser des questions sur le brief en question. Voilà, pour une fois qu'on est tous d'accord, les visuels parviennent. Et ensuite, on a une interface qui permet de commenter l'image, puis après faire des modifications, des révisions de fichiers. Le designer peut faire des révisions de fichiers, changer les statuts, le passer de needs review by communication ou needs review by design, etc. Petit à petit, il y a une espèce de workflow qui a été identifié, qui fonctionne de manière assez fluide. Et puis, à la fin, les visuels sont validés. Alors, on a fait beaucoup de projets comme ça. Aujourd'hui, on est autour de 1000 projets, je crois, un peu plus de 1000 projets depuis 2020, depuis fin 2020. Vous voyez, ça fait quand même quelques projets gérés par le design. Donc, ça va du plus petit projet, de la mise en forme d'une image très simple, on va dire, à des sujets vraiment plus complexes, comme par exemple la réalisation d'un stand pour un événement sur lequel il y a des centaines d'artworks qui sont créés. Ou alors, plus récemment, on a fait des petites mises à jour d'identité visuelle au mois de janvier dernier. On était dans le cadre d'une forme de confidentialité, on va dire, en interne, etc., pour un peu faire le reveal de ces éléments-là. Et donc, on a travaillé dans une cellule, en fait, à travers un projet Frontify, sur lequel, en fait, on a venu nommer, en fait, des personnes du marketing pour distribuer, valider les visuels, etc. Donc, et ça, c'est des projets qui sont quand même assez structurants pour l'entreprise. Donc voilà, du plus petit au plus gros projet design, c'est devenu vraiment un outil indispensable pour mon activité, en tout cas moi. Donc, c'est plutôt efficace. Et si j'en reviens un peu à la manière qu'on avait avant de travailler, on avait un process manuel avec des emails, etc., avec des révisions de fichiers, des commentaires sur des fichiers PDF. J'ai même connu des commentaires manuscrits sur des documents imprimés, etc. Vous imaginez un peu l'enfer pour un designer d'aller comprendre l'écriture d'un tel, etc. Puis après, on est passé au PDF. Et puis finalement, Frontify est comment dire, est vraiment pour moi l'idéal. Aujourd'hui, ça s'inscrit totalement dans mon activité. Merci, Paul. Et puis Je te j'imagine. rejoins. Allez-y, Malika. Non, je voulais juste dire, je comprends tout à fait. Quand on intervient, nous, en phase d'études, où il y a déjà une solution DAM, déjà des publications et il y a des points de friction et des choses qui ne vont pas, le DAM n'est pas conforme, le DAM n'a pas tous les contenus attendus. Les premières questions que je pose, ça concerne justement la gestion de la validation de la production des assets. Et systématiquement, je ne dis pas que c'est une réponse à tout, mais c'est une réponse
quand on prend le temps de mettre en place tout ce que vous avez fait là, c'est un gain de temps de dingue par rapport aux dames, en fait. Tout ce qui arrive, vous avez tout préparé, et en fait, il reste plus qu'à, c'est validé, je bascule sur le dame. Et je comprends tout à fait, Paul. Merci beaucoup. Merci à vous 3, en tout cas, pour cette belle overview. On a vraiment eu l'occasion donc d'en apprendre davantage sur ce qu'est un DAM, un Digital Asset Manager, sur la manière de l'établir, sur son aspect pratique, sur la manière aussi dont il est interconnecté au portail de marque, afin d'obtenir, encore une fois, cette source unique de vérité. Je voudrais un petit peu qu'on jette un coup d'œil, à l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez, l'évolution future du DAM, de la gestion de marque? Quel est, selon vous, l'avenir du DAM et du brand management? Paul. Moi, j'ai une vision, Ouais. moi, je me dis que c'est évident, enfin, je vais enfoncer les portes ouvertes, mais c'est évident qu'aujourd'hui, l'IA, pour moi, est au cœur des considérations sur tous les métiers de la communication, sur tous les métiers autour des arts graphiques, et puis autour de la gestion de la data de manière globale. Et je vois bien des bénéfices évidents sur l'activité qui nous prend du temps, qui est un petit peu comme ça répétitive, notamment le tagging d'assets, voilà, de contextualiser l'image, de bien comprendre toute l'image, etc., relever des mots-clés de manière automatique, aller isoler des zones sur une image, etc. Ce genre de choses autour de l'IA, pour moi, va devenir incontournable et deviendra, enfin, dans une vitesse absolument effarante à quel point ça va vite. Mais pour moi, on y est, quoi. Il n'y a pas de question à se poser, c'est l'avenir. Voire même, c'est plutôt le présent de la plupart de beaucoup de personnes. C'est vrai que quand vous souhaitez, par exemple, améliorer l'efficacité des flux de travail, maintenir la cohérence, le contrôle des assets, accélérer la créativité, bah, nous aussi, par exemple, chez Frontify, c'est vraiment un gros sujet, l'IA. On a plusieurs choses. On a Et en fait, je crois que ouais, ce qu'on peut dire, sur ce sujet-là, c'est que, bon, à notre regard, puisque globalement, on fait un audit à peu près d'une quarantaine de solutions dans l'année, je pense on manque un peu d'innovation encore. C'est vrai que l'innovation et l'AI est extrêmement importante dans l'analyse de la donnée. On voit par exemple aujourd'hui dans des PIM des complétions de données qui sont faites en utilisant que la donnée du PIM extrêmement rapidement. Dans le DAM, comme l'explique Paul, mais je pense que Malika pourra rebondir sur ce sujet-là parce que l'aspect métadonnées est extrêmement important. Et après, il y a aussi finalement, et c'est un peu aussi une tendance aujourd'hui où le marché est un peu drivé par ces grands GAFA que sont des Google, des Apple ou des Canva ou des gens comme ça. Et en fait, il faut essayer de comprendre finalement l'usage que fait l'utilisateur du DAM. Et en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce qu'on appelle les workflows prédictifs. Et au-delà de tout ce qui est AIGN et autres, dans tout ce qui est finalement analyse avec de l'AI, finalement de la gestion du DAM. Et donc là, je pense qu'on est qu'au début du commencement, mais il faut aller très vite parce que nous, ce qu'on voit aussi, et ça peut être aussi une source un petit peu soit de frustration, on finit par laisser tomber le DAM, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs extrêmement puissants à côté et qui vont extrêmement vite. Et notamment dans le design, aujourd'hui, vous savez, nous, il y a quelques années, avec Malika, on recevait des CV et les gens, c'était InDesign, Photoshop, Illustrator. Maintenant, c'est Canva, Monday et Miro. Voilà. Donc tout ça, c'est pour se situer, c'est qu'à un moment donné, il faut aller très vite sur le DAM, effectivement, pour améliorer sa expérience client. Puis je laisserai peut-être rebondir aussi, Manika, sur cette partie métadonnées, parce qu'à un moment donné, on met un DAM en place. C'est pourquoi? C'est pour retrouver ses contenus. Oui, alors, moi je rebondis encore sur l'IA. Je pense qu'il y a une semaine, 10 jours, on était sur une journée partenaire côté PIM. En fait, tous les sujets aujourd'hui parlent de l'IA. Donc, on est sur tous l'IA. Donc, il y a ceux qui se crient mais qui ont peur, ceux qui la refusent, ceux qui le laissent ouvert et puis en disant, bah, tiens, de toute façon, après tout, on n'aura pas le choix. Et donc, je pense qu'en fait, c'est un mix par rapport à tout ça. Et si je reprends le secteur de Paul, aujourd'hui, on a fait un pas en avant au niveau des entreprises parce que l'IA, oui, mais c'est l'IA, mon IA à moi.
en fait. Donc, c'est pas l'IA commune et partagée à tous, mais c'est de commencer, chaque entreprise, de s'approprier, en fait, ce qu'on est capable de faire avec l'IA et de l'entraîner et de l'utiliser avec ses propres outils, avec son propre vocabulaire pour ses propres produits, sans pour autant partager tout ça avec la terre entière. Donc ça, sur cette partie-là, c'est important. On parle de métadonnées, on parle d'IA par rapport à de l'auto-tagging, etc. Oui, et aller encore plus loin pour que ce soit complètement conforme au vocabulaire et aux mots et aux références de l'entreprise. Donc, et voilà, donc c'est effectivement une piste. Moi, je pense que ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans le futur, alors en dehors de l'IA, c'est cette capacité à s'intégrer, en fait, à avoir des solutions qui se parlent et qui se parlent rapidement avec un système d'API. On peut rajouter, voilà, ça pour moi, c'est ce qui va vite. Voilà. On a besoin d'aller plus vite par rapport à ça et d'avoir des briques qui sont complètement, qui font que la data, elle est, et l'IA peut intervenir justement sur la qualité de la data de bout en bout correspondent en fait aux attentes des utilisateurs. Merci Moi, je voulais beaucoup. revenir sur l'IA, pardon, Agathe, excuse-moi, Allez-y, mais Paul. juste, je voulais juste dire que moi, je vois ça d'une manière très positive. En tout cas, l'IA, il y a une étude récente qui date de quand? De lundi, journée, donc c'est hier, de Slack, qui dit que globalement, ça améliore la vie des utilisateurs, la vie des intervenants voilà, de la communication de manière générale dans le milieu du travail. Lorsqu'il y a de l'IA, on a vraiment un bénéfice, en tout cas, auprès des utilisateurs pour voilà, de bien-être. Il apparaît aujourd'hui que c'est ça. Donc, les sujets d'inquiétude, je pense, naturels, vont probablement être levés. Et puis, le côté hyper-personnalisation sur la base de data, pour moi, ça va rentrer dans un modèle qui est celui, qui a été celui de l'informatique il y a longtemps, où c'était vraiment une affaire de spécialistes avec des choses extrêmement génériques. Et puis aujourd'hui, chaque SI est différent l'un de l'autre, avec une hyper-personnalisation de l'outil, avec la data. Voilà. Et pourquoi? Parce que pour moi, l'IA n'est pas anecdotique, ça va rentrer dans quelque chose qui est vraiment dans les usages courants, comme l'informatique ou la téléphonie ou ce genre de choses. Et c'est pour Notre ça que pour moi, c'est copilote, une vraie révolution industrielle évidente. ouais, c'est notre copilote et il faut former tout le monde et Et puis d'ailleurs, je pense qu'on a, sur la partie ouais, on droit, est, hmm. vas-y, On a vas-y. on a une question intéressante là, notamment, puisqu'on parle d'AI et nettoyage, par exemple, des médias là, par rapport à ce qui est fait dans un DAM. Là aussi, il y a tout un travail, comme on l'a dit, c'est-à-dire que aujourd'hui, évidemment, il est important d'enrichir et de mettre des gens pour organiser ces contenus. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, des documentalistes, typiquement. Et ça reste important. Mais l'IA, en tout cas, elle va aussi permettre, à un moment donné, de pouvoir, par exemple, relier des mots-clés à des thésaurus ou des taxonomies. Alors, on va plus parler de taxonomie, le mot thésaurus étant plutôt un petit peu en perte de vitesse, mais tout ça pour dire que aussi l'AI doit aussi permettre de pouvoir faciliter l'organisation des contenus. Et on insistera aussi sur un point, parce que c'est un point qui est important, notamment au niveau de Frontify. C'est un point très technique, ça s'appelle GraphQL. GraphQL, c'est quoi? C'est l'API du système. Et notamment, nous, lors des migrations qu'on a faites chez Gary Lafayette, on a utilisé justement pour nettoyer les assets d'un DAM à l'autre, de pouvoir facilement utiliser ces API avec une granularité extrêmement importante au niveau des métadonnées, ce qui a permis après, dans un deuxième temps, avec des documentalistes, de venir organiser les contenus proprement avec avec un vocabulaire contrôlé. Voilà. Et d'avoir un vrai apport sur la richesse humaine, à la connaissance du contenu de la marque, et non pas juste faire un quotidien de traiter des doublons, de rajouter ce qu'on est capable de lire sur une image et de le mettre en mots-clés, etc. En fait, voilà, il y a, il y a un vrai travail entre l'IA et l'homme. Merci, merci beaucoup, merci à tous. Il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions de l'auditoire et on est quasiment à la fin du webinaire, il est 16h45. En tout cas, un grand merci à tous, un grand merci à vous trois, Malika, Paul, Frédéric, pour votre présence. Merci à tous les auditeurs qui se sont connectés aujourd'hui. On vous enverra évidemment l'enregistrement du webinaire par email. Et deux petites choses avant qu'on se quitte. Donc sur DAM News, vous trouverez les informations sur le thème de la gestion des ressources numériques notamment.
Et marquez déjà dans vos agendas le 19 et 20 novembre à Paris pour ONDAM 2024 qui est organisé par Activo. Voilà. Voilà. Et je Merci. compléterai le 2 ou le 3 juillet, je me souviens plus, on fait une conférence ensemble sur le salon All for Content autour de l'IA justement. Donc vous êtes les bienvenus. C'est le 2 Et et du 3 brand Paris management. 15. Et du brand management. Et du surtout. brand management. Donc on a 2 conférences Voilà. avec Frontify. Exactement. En tout cas, merci à vous trois, merci à tout le monde et je vous souhaite Merci. une belle après-midi. Merci Au et revoir. merci Merci. beaucoup à Paul pour ces belles Ouais. interfaces. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.